Cet élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa. Un après-midi d'échange, de partage autour du conte, instrument essentiel de la tradition orale et une mise en scène. Tels sont les exercices auxquels les jeunes élèves, plus de 200 venus d'horizons divers, se sont adonnés au cours de cette deuxième journée commémorant les 25 ans de la mort d'Amadou Hampâté-Bâ. Tu t'étais resté avec moi. Tu n'allais pas devenir ce que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, donne-moi tout ça. Non. Non. Les élèves et leurs encadreurs ont décidé de porter le flambeau allumé pour la sauvegarde des traditions orales et des idéaux d'un vivre ensemble harmonieux défendus par l'écrivain. Nous sommes venus assister au 25e anniversaire d'Amadou Hampâté-Bâ. Il est un écrivain. Moi, je vais devenir comme Amadou Hampâté-Bâ. Je suis venue ici pour raconter une histoire pour l'anniversaire de la mort d'Amadou Hampâté-Bâ. Aujourd'hui, je suis venu avec mes camarades pour rendre hommage au grand auteur africain Amadou Hampâté-Bâ. Parce que c'est un grand auteur aujourd'hui très représenté en Afrique. Et on aime beaucoup ce texte et on a voulu lui rendre hommage avec mes amis. On a écrit un texte, on s'est inspiré de son texte, La querelle des deux lézards. Moi et mes amis en classe, on a écrit un texte avec la même morale pour nous dire qu'unis, on est plus fort et séparés, on est faible. J'accompagne mes élèves à cette journée commémorative qui est très importante pour nous parce que ce grand auteur qu'est M. Amadou Hampâté-Bâ a véhiculé des valeurs que nous voulons inculquer et continuer de répandre à travers la présence de nos enfants. Une initiative encouragée par l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire. C'est une occasion exceptionnelle parce que nous devons célébrer la mémoire de nos grands hommes. Et quand on parle de grands hommes en Afrique, Hampâté-Bâ fait partie de cela. Ce que je veux dire, je veux encourager les Africains à prendre en compte que nous avons des penseurs et qu'ils ont laissé un savoir, un très grand savoir. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que ce savoir soit divulgué. La directrice de la fondation ne cache pas sa joie. Pour elle, le message est bien passé. Ce 25e anniversaire a un caractère spécial. Je suis très émue du fait que différents établissements, des enfants de 10 ans venus d'Abengourou, de loin, qui sont venus dormir dans cette enceinte qui est dédiée à la mémoire d'Hampâté-Bâ, rejoindre des établissements d'enseignement français, des enseignements ivoiriens, et tout ça se consolider pour former une unité autour d'Hampâté-Bâ. C'est pour moi un symbole très fort parce que Amadou Hampâté-Bâ disait que les vieillards regardent l'avenir, mais l'avenir regarde les jeunes. La Fondation Children of Africa et sa bibliothèque mobile, et même des personnalités du monde des sports, comme l'international ivoirien Zokora Didier, dit Maestro, étaient aussi de la fête. Il est notre deuxième invité de cette journée, à savoir M. Zabi Frédéric. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Vous êtes psychothérapeute et éducateur familial. Avec vous, on parlera de comment se préparer à l'adolescence de son enfant, un impératif pour sereinement affronter la crise. Mais bien avant, il est important de savoir c'est qui appelle-t-on adolescent? Je vous remercie de m'avoir invité une fois encore sur le plateau de RTI1 pour parler des questions d'éducation. On va parler aujourd'hui de l'adolescence. C'est une question très importante. L'adolescence, en fait, c'est l'étape de l'évolution de l'homme qui se situe entre l'enfant et l'adulte. Donc, l'adolescent, ça part généralement, les psychologues s'accordent là-dessus pour dire que ça part de 10 à 18 ans. Sinon, il y a des enfants qui sont précoces, qui peuvent faire leur adolescence à partir de 8 ans. Et ceux qui sont tardifs peuvent aller jusqu'à 90 ans, 19 ans, je veux dire, jusqu'à 20 ans. Voilà, donc l'adolescence, c'est cette période-là qui se situe entre 10 et 20 ans, on peut dire. D'accord, mais comment on identifie l'adolescent?
L'adolescence s'identifie par des enjeux majeurs, en fait. D'accord. Les premiers enjeux, c'est qu'il est caractérisé par un changement physiologique. Il y a un changement de morphologie. Ça, c'est les évidences qu'on voit tout de suite pour savoir qu'il y a une mutation qui est en train d'être faite de l'enfant à l'adulte, en fait. Donc, d'abord, ça se caractérise par les mutations physiologiques. Je parlais d'apparition de pilosité. Je parlais des poils, en fait, pour être clair. Je parlais d'apparition de seins pour les femmes. Je parlais d'apparition des premières menstrues pour les femmes également. Je parlais de voix qui devient plus grave pour les hommes. Je parlais également des petites boules qui apparaissent dans les seins des hommes aussi. Donc c'est tout ça, ce sont les choses extérieures qui montrent qu'on est en train de passer en fait de l'enfant à l'adulte. Chez certains adolescents, il y a aussi le passage, l'apparition de boutons. Hein? Oui, les acnés, voilà justement qui caractérisent. En fait, tout ça, c'est lié à un changement hormonal. D'accord. C'est les hormones qui produisent tous ces changements, qui impulsent en fait tous ces changements dont je suis en train de parler. En fait, vous savez, Dieu a créé l'homme d'une façon assez spéciale. On est enfant, en général, on a tendance à recevoir tout de l'extérieur. Et on doit passer à une autre phase, qui est la phase d'adulte. Et en tant qu'adulte, c'est nous qui apportons. Et pour pouvoir apporter, il faut avoir les traits, les caractéristiques qui puissent permettre que vous puissiez sereinement apporter. Donc, il faut une certaine dose d'agressivité, de maturité physique. Et c'est cette dose-là, ce sont ces choses qui s'installent en fait dans cette période transitoire, qui est située entre 10 ans pour certains et 90 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans pour d'autres. C'est aussi la période où l'enfant souhaite son indépendance, hein, cette période de l'adolescence-là. Oui, et c'est pour ça que les parents, vous savez, je disais à des émissions antérieures que être parent, ça s'apprend. Et quand on n'est pas préparé en fait à l'adolescence de son enfant, c'est en ce moment-là qu'on vit mal cette adolescence et on accompagne mal l'enfant dans son adolescence. Donc il est bon que les parents sachent qu'il y a des enjeux majeurs. Et le premier enjeu, ici, c'est... comment on appelle ça? C'est... Vous avez dit tout à l'heure... On parlait de l'indépendance de l'enfant. L'indépendance de l'enfant. Voilà. C'est une période où l'enfant, il a envie de s'émanciper, en fait, de la tutelle parentale. Mais malheureusement, il n'en a pas les moyens. Et c'est ce qui fait qu'il y a des crises souvent. Donc, si les parents savent, premièrement, que leur enfant, arrivé à un moment, il aura tendance non plus à attendre d'eux, mais à vouloir avoir lui-même ces choses, à vouloir se donner un espace à lui. S'ils le savent, ils sauront comment manager avec tout ça. Deuxième enjeu majeur, c'est le désir d'identité. L'enfant, à cette période précise, l'enfant se pose 1001 questions sur son identité. Qui suis-je? Est-ce que les parents qu'on prétend qu'ils sont mes parents sont vraiment mes parents? S'ils étaient mes parents, ils n'allaient peut-être pas me traiter comme ils me traitent. Donc tout ça, ça crée, on a envie de, ça crée une tendance à s'affirmer, à se donner une identité propre. C'est ce qui va faire que la plupart des adolescents sont dans des extravagances vestimentaires, par exemple, parce qu'ils ont envie de ne ressembler à personne, de ressembler qu'à eux-mêmes. Ils s'identifient souvent à des gens qui sont très très loin et qui créent une certaine particularité par rapport au milieu dans lequel ils vivent. Dans cette période-là, elle est difficile pour eux. Il y a un autre enjeu aussi qui est l'apparition de la sexualité. Parce qu'enfant, en fait, on subit la sexualité. Mais arrivé à l'adolescence, avec l'apparition de pilosité, avec l'apparition de maturité, corporelle et tout ça, on s'est dit, tiens, les adultes qui nous gouvernent, qui nous gèrent, qui nous donnent les ordres et tout ça, il y a des choses qu'ils ont que désormais on a aussi. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue d'être soumis à leur autorité. Donc en ce moment précis, cette découverte de la sexualité nouvelle fait qu'on est attiré par le genre opposé. Et ça fait aussi qu'on rentre tout de suite en conflit avec l'autorité parentale. Parlons, avant véritablement de poursuivre, concernant donc la sexualité de l'adolescent, comment le parent peut faciliter l'indépendance de ces enfants-là? Le parent, premièrement, en étant, comme on l'a vu dans l'enfance déjà, en étant ami avec ses enfants, il saisit ces moments pour apporter à l'enfant l'information qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Déjà, apporter la bonne information.
Parce que je l'ai dit, si vous n'apportez pas l'information à votre enfant, d'autres personnes vont lui apporter l'information. Et quelle information on va lui apporter? Certainement peut-être des choses erronées. Donc il est bon que les parents ne se disent pas, ben, si j'apprends à mon enfant des choses sur la sexualité, c'est la porte ouverte en fait à la débauche. Non, c'est une erreur. Il faut déjà enlever de la tête de l'enfant toutes les préoccupations qu'il a. Si vous avez la chance qu'il vienne vers vous pour vous exposer ses préoccupations, il faut les lever. Il faut lui dire ce qui est. Ça suppose que vous aussi, vous devez vous documenter. Vous devez lire. Vous devez vous informer. Parce que si vous n'êtes pas à la hauteur, je vous assure qu'il va vous dépasser. Et les enfants nous dépassent très souvent. Parce qu'ils savent beaucoup de choses. Ils vont sur le net, ils vont partout, ils ont les informations. Et très en général, ils viennent vers les parents quand ils ont déjà l'information. Donc, c'est un test qu'ils viennent faire. Et si vous succombez à ces tests-là en n'étant pas à la hauteur, vous allez voir que désormais, ils ne vous feront plus confiance parce qu'ils iront chercher la bonne information ailleurs. Et revenons maintenant au plan de la sexualité. Par quoi doit commencer le parent quand on veut véritablement parler de sexualité avec son enfant? Comment on s'y prend? Déjà lui expliquer les changements qui interviennent dans sa vie. Parce qu'il y a quelques années, il était enfant. Il y a quelques années, il n'avait pas une voix grave. Il y a quelques années, il n'avait pas de duvet. Il y a quelques années, la jeune fille n'avait pas de seins, par exemple. Il y a quelques années, elle n'avait pas de menstrues. Lui expliquer, par exemple, que les menstrues qui viennent, ce n'est pas une blessure. Que les menstrues qui viennent, ce n'est pas dangereux. Ça veut dire simplement qu'il y a une mutation qui est en train de s'opérer dans son corps. Et cette mutation-là, voilà c'est à quoi ça l'expose. Voilà c'est à quoi elle doit s'attendre par rapport à cette mutation. Le petit garçon, on doit lui expliquer également que la voix grave qui vient, il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai qu'on avait une voix fine, peut-être efféminée un peu, mais maintenant qu'on a une voix d'homme, ça veut dire simplement qu'on est en train de devenir un homme. Il faut lui expliquer ces choses. La découverte de son corps, c'est par là qu'on doit commencer. Quand on a commencé par là, deuxième chose, il faut expliquer à l'enfant les dangers qui l'attendent vis-à-vis du monde. Parce qu'un enfant qui ne sait pas ce qui l'attend, c'est un enfant qui est exposé à tous les bonimenteurs. Donc, il faut lui expliquer que quand, par exemple, vous avez, c'est vrai, aujourd'hui, pour la jeune fille, des menstrues, ça veut dire que vous pouvez très bien devenir maman, mais en devenant maman, voilà ce qui vous attend. Vous aurez un bébé et vous n'êtes pas prêt à avoir un bébé. Parce qu'un bébé, ça s'entretient. Et vous-même, ça va gâcher votre avenir. Il faut lui expliquer tous les dangers. Et en allant avec un homme, voilà les dangers. Parce que vous courez les risques d'avoir, par exemple, des maladies sexuellement transmissibles qui sont très dangereuses. Il faut lui expliquer tous les dangers, en fait. Il ne faut donc pas avoir de tabou. Hein? Pas de tabou. Pas de tabou. Ça, c'est la première chose. Pas de tabou. Et pas d'omerta. L'omerta, le silence dans lequel les parents aiment bien se vautrer sous le prétexte fallacieux que les enfants vont saisir la perche pour pouvoir aller dehors à tout moment. Non, moi je dis, il faut que ça change. Il faut expliquer les choses à l'enfant. Et à force de lui expliquer, on devient premièrement son ami. À force de lui expliquer, on acquiert sa confiance. À force de lui expliquer, on devient son ami. Et en devenant son ami, on maîtrise mieux son environnement et tout ce qui le concerne. D'accord. Voilà. Parlant de l'adolescence toujours, il faut savoir que l'adolescence répond à plusieurs, étapes. Alors, est-ce qu'on peut avoir des explications par rapport à ces différentes étapes-là? Oui, l'adolescence implique nécessairement des aspects psychosociaux. D'accord. Au niveau psychosocial, premièrement, il y a tout le changement physiologique dont je vous avais parlé avec ses implications. Ça, il faut que les parents sachent que c'est une période où les enfants se posent 1000 questions. Eux-mêmes, ils sont inquiets par rapport à ce qui leur arrive. Et si vous ne levez pas ces inquiétudes, vous allez voir des enfants qui vont entrer dans la déprime facile. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, ils vont s'enfermer dans leur maison. Et quand la déprime s'installe dans la durée, ça devient problématique. Ça, c'est au niveau de ce qui se passe au niveau physiologique. Quand c'est au niveau, par exemple, affectif, on va comprendre qu'un enfant, il aura tendance à s'éloigner des parents, à se retrouver avec ses amis. Et ce regroupement-là, très souvent, ça s'est fait les soirs. Il ne faut pas que les parents se disent mon enfant a un groupe d'amis qui ne me plaît pas, qui a une influence négative sur lui, donc il ne faut pas que ces enfants-là viennent chez moi. C'est une erreur. Il faut que les parents, ils aient toujours la même mise sur ces choses, qu'ils contrôlent. C'est-à-dire que tout soit un prétexte pour eux, pour être plus proches de leur enfant, pour saisir chaque occasion, pour corriger les choses, recadrer les choses, repenser les choses. Quelles sont les circonstances à risque quand on traverse cette étape-là? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est que les enfants, très souvent,
ils peuvent facilement tomber dans, par exemple, la pharmacodépendance ou la toxicomanie. Ça, c'est ce que les parents voient le plus souvent et c'est de cela que je veux parler. C'est-à-dire qu'il y a des signes d'alerte, très en général. Quand un enfant, par exemple, rentre dans la toxicomanie, les parents ont des moyens pour savoir. Je disais sur ce plateau qu'un parent, il doit se donner des pouvoirs d'officier de police judiciaire. Ça veut dire des pouvoirs d'investigation. Il faut que le parent il puisse entrer dans la chambre, par exemple, de son enfant, qu'il puisse fouiller à son insu, bien évidemment. Mais il faut le faire quand même dans la discrétion pour ne pas qu'il perde la confiance qu'il a en vous. Il faut également pouvoir fouiller ses poches. Parce que tout ce qui est indicateur de ce qu'il est tombé dans la toxicomanie se trouve en général avec lui et sous le nez et à la barbe des parents. Je prends l'exemple d'emballage de chewing-gum d'une marque particulière. Ils utilisent ça en général pour fabriquer leurs joints. Votre enfant, surtout ça se passe entre 14 et 16 ans. À cet âge-là, quand il commence à se parfumer beaucoup plus que d'ordinaire, posez-vous des questions. Parce qu'en ce moment, il cherche à cacher certaines odeurs très fortes de cannabis, de ceci ou de cela. Si vous découvrez dans la chambre de votre enfant une pipe, qu'est-ce qu'il fait avec une pipe? Une cuillère, qu'est-ce qu'il peut en faire? Un briquet, qu'est-ce qu'il peut en faire? C'est des objets qui indiquent clairement aux parents qu'il y a danger. D'accord. Un thème assez intéressant qu'on pourrait débattre tout au long de cette émission, mais bon, on aura le temps d'y revenir, pourquoi pas. Alors, quels sont les quelques conseils qu'on pourrait donner donc aux parents pour mieux gérer cette étape? C'est la période la plus difficile dans la vie d'un homme. Et à cette période-là, on n'a pas besoin forcément de rentrer en conflit avec l'enfant. Il faut être son ami pour l'accompagner. C'est le conseil que je peux donner aux parents. Comment être son ami? Adopter les méthodes que les amis de nos enfants utilisent. Être avec eux, leur donner premièrement notre confiance pour ensuite emporter leur confiance à eux. Voilà les quelques conseils brièvement que je peux donner aux parents. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau pour informer les téléspectateurs sur cette période de la vie de nos enfants. Et nous, on vous dit merci d'être passé avec cet élément que nous propose Christelle Akoussa, la réalisatrice. Ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola.
le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires.